Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. On est jeudi, donc Cybèle Olivier, qui est journaliste à la recherche, est là pour nous parler d'un sujet. C'est toujours des sujets un petit peu, j'allais dire champ gauche, mais champ droit, des trucs qui sont peut-être passés sous le radar. Oui, j'aime bien sous le radar. Ouais. J'empiète un peu dans mes collègues qui font les faits divers aujourd'hui. Puis je vais te raconter une histoire. OK, vas-y. J'adore quand tu me racontes des histoires. On est parti. Je te ramène en 2015. Il y a un nom qui a fait la une, c'est Deegan Chun. Chun, c'est un Coréen, il a 46 ans, ça fait 10 ans qu'il habite au Canada, il habite avec sa tante et il a une école professionnelle avec elle. Surtout, c'est des étudiants chinois, coréens, japonais, brésiliens qui sont là. Et donc, lui est arrêté, comme ça, le 1er avril 2015, dans un raid policier à Toronto. Lui et 8 autres personnes sont donc arrêtés. Il est amené à l'aéroport de Saint-Hubert. On le fait défiler devant les médias, conférences de presse, et on l'accuse pas de rien, mais d'être le cerveau d'un réseau de trafic sexuel, un des plus gros au Canada. On dit qu'il a amené près de 500 jeunes femmes de Chine, de Corée, qu'il les a forcées à se prostituer partout au Canada, dont à Montréal. Et donc, au moment de son arrestation, on l'accuse de proxénétisme, de gangstérisme et de trafic humain. Donc, ils trouvent toutes sortes de papiers, toutes sortes de preuves qui le mènent à l'accuser. Ils veulent le mettre en prison. Donc, ils le mettent en détention à la prison de Bordeaux à Montréal. À ce moment-là, ils l'appellent le baron du trafic sexuel. Donc, le problème avec ça, qui est récurrent, vous allez me dire, mais tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, c'est qu'il clame son innocence depuis le début, M. Chun. Pour lui, c'est clair, il ne l'a pas fait. Il est capable de réfuter plusieurs des preuves qui sont présentées. D'accord. Donc, là, ça devient un peu nébuleux parce qu'on est en 2016. Il est donc emprisonné. Et là, tranquillement, il y a certaines des accusations de la GRC qui commencent à tomber. Jusqu'à un point où on dit à M. Chun, écoute, on te fait une offre. On aimerait que tu plaides coupable à la possession de documents falsifiés qui auraient eu un lien avec son école. Il aurait falsifié des documents pour prouver des diplômes qui seraient faux finalement. On lui dit que tu plaides coupable à cette possession-là et nous, on te laisse libre et on laisse tomber les autres accusations. Bon deal, c'est louche. Oui. Ça semble un bon deal, mais lui, M. Chun, refuse cet accord-là. Il dit non, je veux aller en procès, je veux clamer mon innocence. Donc là, il attend ce fameux procès qui est censé arriver en 2018 et là, coup de théâtre, le procès n'a pas lieu. Tout est laissé tomber, on laisse ça de côté. Il n'y a pas de raisons qui sont données à M. Chun ni à son procureur. Là, la couronne dit parfait, vous avez 1 an maximum pour revenir devant les tribunaux avec une preuve béton. Parfait. 1 an plus tard, M. Chun, entre 2018 et 2019, donc, est laissé libre étant donné qu'il attend son procès. On arrive en 2018. Il est prêt, en 2019, pardon, ouais. C'est ça, il est prêt à faire son procès. Et là, finalement, les accusations sont définitivement suspendues. Il n'y en aura pas de procès. C'est nébuleux. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est bizarre parce que, justement, on dit c'est le baron du trafic sexuel au Canada ou un des barons. Ça arrive au moment au Canada où on fait des grandes perquisitions un peu partout, qu'il y a différents projets différents avec la GRC qui mettent en place pour attraper toutes sortes de barons sexuels. Et lui, comment ça se fait que son procès est arrêté? Donc, il y a aucune conclusion de culpabilité ni d'innocence. Encore là, moi, je te rapporte les faits. Je suis pas en train de dire qu'il est innocent, mais ça nous permet de nous poser des questions. Et lui, M. Chun, dit « Moi, j'aurais voulu prouver mon innocence. Vous m'empêchez de le faire. » Et là, on apprend cette semaine qu'il demande, en fait, il poursuit la GRC et le procureur général du Québec pour 100 millions de dollars. Il l'accuse carrément d'avoir ruiné sa vie. Ben c'est sûr, au moins d'avoir ruiné sa réputation, d'avoir... il a perdu parce que sur la place école. Publique. Ben oui, il a perdu son école. Ben tout à fait, ça lui a coûté cher en procédure judiciaire, ça lui a coûté cher. Sans lui avoir donné le droit, qui est un droit fondamental dans un état de droit, un procès juste et équitable. Oui, et là, ce qu'on doit dire, c'est que, faut rappeler que lorsqu'un procureur se présente devant la couronne, il faut qu'il y ait des preuves béton. Hein? Il doit être capable de ne pas sommer aucun doute dans la tête du jury s'il y en a un. Peut-être que la GRC s'est dit on n'ira pas en procès tout de suite, nos preuves ne sont finalement pas assez béton. Oui, mais à ce moment-là, c'est avant ça. C'est que quand tu déposes des accusations, c'est que tu as mené ton enquête et que tu penses, enfin, si on t'autorise à déposer des accusations, c'est qu'on considère que ta preuve est assez solide. Donc, comment on est passé d'une preuve assez solide à
on n'est même pas capable de tenir un procès. Et c'est ce que l'enquête, ou du moins le papier dans le National Post, nous fait entendre. Hein. Ils ont parlé à M. Chun, ils ont parlé aussi à la GRC, ils ont réussi à mettre la main sur plusieurs des documents qui avaient été déposés. D'accord. Et donc, c'est un peu le ton qui en ressort de cet article-là. Est-ce que donc, la c'est GRC du journalisme a bien... d'enquête de la part de la National Post. Ils ont accès à des documents qui n'étaient pas des documents publics. C'est ça, exactement. Donc là, ça nous permet de nous poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas eu erreur de la part de la GRC? Et donc, si M. Chun n'est pas finalement condamné en liberté? C'est un peu la question qu'on se pose. Il faut se rappeler que notre système de justice est imparfait. C'est pas la première fois qu'on condamne des gens qui, en fait... Mais là, il n'était pas condamné, il est accusé pour l'instant. Je recommence pour pas mélanger les pommes et les oranges. Donc, lui, pour l'instant, il n'a jamais pu prouver son innocence ou être mis sous les barreaux. Peut-être que c'est un grand proxénète qui se promène libre et on devrait avoir peur. Peut-être que non, finalement, il est innocent. Mais tout ça pour dire que c'est déjà arrivé dans l'histoire où on accuse des gens de certaines choses et que finalement, ils étaient innocents. 2002, Maher Arar, qui est un Canadien qui est né en Syrie, lui, il avait été accusé de terrorisme, il a été enfermé dans des cachots pendant 10 mois en Syrie parce que la GRC avait donné des mauvaises informations aux Américains. Donc, finalement, lui, il a été reconnu innocent. On lui a donné une compensation de plusieurs dizaines de millions de dollars. 10,5 millions de dollars. C'est arrivé à Omar Kader aussi. Donc, récemment, même, Richard a parlé avec Jean Berthelot, que lui, c'est un avocat qui a été accusé à tort d'avoir distribué de la pornographie juvénile. Et lui aussi, maintenant... Des erreurs judiciaires, c'est ça, réclame de l'argent. Ouais. Donc, 100 millions de dollars, qu'est-ce que ça va être finalement, le recours et la conclusion de cette poursuite-là? On va le savoir en octobre prochain, donc octobre 2024. Mais bon, il y a des questions à se poser à ce niveau-là. Et moi, je vais suivre cette histoire pour toi, Sophie. Tout à fait. Et donc, on salue le travail de journalisme d'enquête de la part du National Post. Et on salue le travail aussi de Cybèle Olivier, qui est journaliste à la recherche et qui nous fouille et qui trouve des bonnes histoires croustillantes à se mettre sous la dent. Merci beaucoup. Fondante, comme thème. Croustille-fondante, comme... c'est pas moi qui le dis, c'est Geneviève Evrel. Ah, Croustille-fondante. Mauvaise conclusion. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est parce que moi, je reprends tout ce que dit Geneviève Evrel. Merci beaucoup, Cybèle Olivier. Merci également à Marianne Bessette à la recherche, Max-Émile Soyeux également à la recherche et Jean-Philippe Leroux à la mise en onde. Merci beaucoup et à demain.